Bon. Ça démarre bien. C'est vous l'organisatrice, hein, les AOC d'égalité, c'est pas vous? Il faut que je parle, c'est ça? Guy, alors je démarre, je vais démarrer, je vais vous laisser la parole. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au Douve dans le cadre donc, de notre événement qui s'appelle Douvite. C'est un temps de rencontre avec les structures membres. Membres et habitants d'ailleurs, qui a démarré ce matin avec des balades urbaines menées par les Gritters et Alternatives urbaines dans les différents jardins potagers urbains du quartier Saint-Michel et Sainte-Croix. Et il y a eu également des impromptus musicaux avec des musiciens de conservatoire et de Trad de Bordelot. Vous avez pu découvrir tout à l'heure, voilà, on découvre des mets parce que la thématique de Douvite cette année, c'est nourriture essentielle. Donc certaines structures nous partagent avec nous ce qu'ils considèrent comme essentiel. Donc il y a des algues, je ne sais pas si vous avez goûté les algues de Corée, elles sont sublimes. Et du sud de la Corée, tout à fait. Et donc, il y a aussi un clin d'œil avec un Mixeratum en face, avec les fonds marins, leur performance en aquarium, voilà, qui évoque des vagues, tout à fait, qui récolte des vagues. Oui, d'accord, ok. Bon, et nous voilà maintenant arrivés à ce temps de palabre avec donc sur la thématique alimentation et droits culturels. Et nous sommes ravis d'accueillir donc Yassir Yeba, qui se présentera, anthropologue engagé dans l'alimentation. Enfin, il en dira un petit peu plus tout à l'heure. Éric Prédine, un des membres fondateurs des Jardins Partagés. Il nous racontera peut-être l'histoire de ces Jardins Partagés. Il s'avère que c'est pas loin d'ici. Et il y a également Jean-Michel Lucas, c'est pour les droits culturels, fondateur du laboratoire de transition vers les droits culturels, qui, je pense, sera ravi de donner un éclairage sur les droits culturels. Voilà, Maël est également présent. On est en petit comité, donc tout le monde pourra prendre la parole. Et effectivement, ce Douvite s'inscrit également dans la journée de clôture des AOC de l'égalité. Donc les AOC de l'égalité, ce sont des apéros d'origine contrôlée de l'égalité, coordonnés par Alif. Et donc et Guy Lenoir et Laura, non, pourra peut-être coordonné par Alif, deux mots. Avec 70 partenaires dans la Nouvelle-Aquitaine. Eh bien voilà. Donc voilà. Donc je te laisse la parole. Laura est là pour porter le projet. Et toi ou Laura, si vous voulez dire deux mots. Et puis, on donnera la parole à Jean-Michel par rapport à... On démarre comme ça pour une introduction sur les droits culturels et l'alimentation, qui fait suite à un groupe essai qui ont démarré sur l'alimentation. Tenez, docteur. Je te remercie. Non, c'est pas une introduction, simplement parce que le titre peut être un peu bizarre, donc c'est juste pour le recadrer et lui redonner un peu de sens. Nourriture, alimentation, on voit à peu près. Mais droit culturel, on ne voit pas. Mais en fait, c'est très simple. C'est parce que, au fond, la question de la culture, en France, on l'associe à l'opéra, à Mola et il y a d'autres lieux comme ça, artistiques. Mais ça, c'est notre tropisme à nous. Au niveau mondial, dans la grande négociation, qu'est-ce qui fait sens culturel sur la planète pour l'humanité, ça fait longtemps que c'est pas la référence, la culture. La culture, c'est effectivement tout ce que chaque personne, chaque groupe de personnes, chaque communauté, chaque peuple, enfin prenez la référence que vous voulez, apporte à l'humanité des autres. C'est ça la culture. Être cultivé, c'est apporter quelque chose aux autres. Et en particulier, apporter quelque chose avec son mode de vie, sa façon de vivre, et en particulier son alimentation, la façon de se nourrir, de travailler les plantes, de cultiver la terre, de faire la cuisine. Parce que la cuisine, c'est toujours un moment, effectivement, d'humanité, où ça doit être un moment d'humanité avec les autres. Donc vous ne tracassez pas trop sur le mot droit culturel. Il renvoie à cette idée. Quand est-ce qu'on fait humanité ensemble? Eh bien, on le fait, c'est vrai, on a à l'opéra, on y va tous, on est très contents, on applaudit, et c'est vraiment
là qu'on est le plus cultivé au-dessus de toutes les cultures, mais aussi en faisant un bon repas ensemble, en le préparant ensemble, en achetant les aliments ensemble, etc. etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'avec Yasser, on se retrouve depuis très longtemps. Et ici, on a monté dans le labo des groupes de réflexion, dont un s'appelle alimentation et droits culturels, mais d'autres s'appellent accueil des migrants et droits culturels, etc. Et justement, pour essayer de voir avec chaque personne, avec chacun son expérience, sa manière de vivre, sa manière de voir le monde, par petits groupes, où est l'humanité de l'autre dans la pratique qu'on peut avoir. Voilà. Accueillir une personne migrante, où est l'humanité, ou plutôt où est le manque d'humanité dans cette situation-là. Et c'est la question des droits culturels qui reviennent. Voilà comment on est attentif à la manière dont les personnes font humanité ensemble. J'en dis pas plus, mais c'est ça la question. C'est ni du droit de juriste, ni de la culture, de la maison de la culture. C'est plutôt dans une situation difficile dans laquelle on vit, comment on fait attention à ce que la dignité de l'autre, la liberté de l'autre soit présente, soit un élément de réalité, pas simplement un mot qui traîne dans les grands principes. C'est pas assez facile, mais enfin c'est passionnant, et en tout cas au labo on avance bien, et on est très content de pouvoir mettre en avant l'idée de relation de qualité entre les personnes, plutôt que l'idée de quantité de choses à faire, de quantité de choses à vendre, quantité de choses, quantité. On reste dans la relation, c'est pour ça que j'en ai fini, et que on peut vraiment commencer à travailler grâce à vos interventions sur la dimension essentielle de la nourriture. D'ailleurs, Yasser est déjà en train de prendre des notes. Tu vois, tu es déjà parti. Yasser, tu veux rebondir? Alors, pour être sur Radio Douve, il faut que tu parles au micro. Merci en tout cas pour l'invitation. Je suis très très heureux de retrouver Jean-Michel que j'aime beaucoup pour avoir été le porte-étendard de la question des droits culturels dans cette région, et surtout de l'avoir poussé vers l'aboutissement d'une réflexion, c'est qu'elle rentre dans les actes et qu'elle pose des cadres. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Je rencontre pour la première fois aussi Maël. Voilà, on est là avec toi, autour de toi, pour que ces questions avancent et s'incarnent en fait dans nos vies. Je suis vraiment spécial dédicace, parce que comme je suis un peu maghrébin, j'ai le droit de faire du slam. Spécial dédicace à Eric, dont je suis fan depuis très très longtemps, et parce que cette question de partager la terre, partager la nourriture, c'est quelque chose qui m'a touché depuis très longtemps. Et on a en commun d'avoir vécu, en tout cas d'avoir investi nos coups de gueule pour essayer d'en faire sortir quelque chose. Et pour paraphraser un propos, c'est en Corse que c'est dit, les Corses disent pas de langue, pas de peuple. Et moi je pense, pour introduire un petit peu, c'est aussi pas de nourriture, pas d'humanité, quoi. Et donc à ce titre, il y a quelque chose de profondément important et culturel dans l'alimentation, qui est que c'est un processus d'humanisation constant tout au long de nos vies. Depuis in utero jusqu'au repas des funérailles, la nourriture a toujours été là, partout dans les territoires. Et moi, je suis particulièrement fier d'avoir, avec le temps, jamais lâché cette question fondamentale du fils d'immigré, à qui on disait, on ne me le disait pas comme ça, mais on disait souvent, oh oui, ils viennent manger le pain des Français. Un jour, je me suis un peu rebellé de ça, et j'ai dit à mon père, tu te rends compte, ouais, les gens ils sont racistes et tout. Puis mon père, c'est un maghrébin, quoi, donc il s'énerve que vraiment quand il faut, quoi. Et donc, il me dit, mais qu'est-ce qu'ils te disent? On mange le pain des Français. Et mon père me fait, chut, dis-leur pas comment je le reste, quoi. Et ça, c'était déjà quelque chose de très puissant pour moi, de rentrer en gastronomie, en bonhomie. Et mon père qui dit, attends, s'ils pensent qu'on mange que le pain, c'est pas grave. S'ils savaient qu'on mangeait quand même le reste, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et puis, pour venir aussi, ce qui m'a déclenché et approfondi dans cette démarche-là, c'est la confiance du mouvement Emmaüs qui m'a permis d'être à l'époque, j'étais le plus jeune directeur d'Emmaüs, une communauté d'Emmaüs mixte avec enfants, c'est très très rare, où on avait cette question du repas qui était importante. Et moi, je me souviens avoir remis au goût du jour une prière
de l'abbé Pierre, qui se faisait plus, parce qu'on s'était laïcisé quand même dans le mouvement Emmaüs, et qui était la prière qu'on faisait avant le repas, en disant, en dressant, et ça pour un Marocain, ça m'avait beaucoup touché, en dressant l'assiette de celui qui est dehors, de celui qui n'est pas là, et de rappeler à chacun qu'on l'a attendu. Et c'était quelque chose de merveilleux qui m'a amené à être porté et soutenu par les compagnons, les gens de peu, qui finalement se disaient, mais waouh, si tous les jours, chacun pouvait faire en sorte d'avoir une assiette pour quelqu'un d'autre, eh ben, rien que dans la tête, nous on le fait, les Marocains, on le fait avec le thé à la menthe. Le thé à la menthe, on est 10, on va mettre 11 verres, parce que celui qui vient ne doit pas avoir l'impression de gêner. Et il a son verre. Et donc Emmaüs, c'était carrément le repas, quoi. Et ça m'avait beaucoup bouleversé, et ça fait partie de l'origine de mon engagement pour les questions de démocratie culturelle, de sécurité sociale de l'alimentation, mais au-delà de cette primauté à la reconnaissance de ces besoins primaires qui sont de se nourrir dans la dignité, quoi. Voilà. Donc on a mené pas mal de recherches, ce qu'on appelle la recherche-action. C'est-à-dire que où on se saisit d'une question, ou alors on est interpellé par un groupe d'acteurs et on travaille à résoudre donc, des problématiques. Et donc de fil en aiguille, j'ai toujours été cuisinier et anthropologue, même assez défroqué parce que j'ai quitté l'instance académique et tout ça. Mais malgré tout, le boulot scientifique, en tout cas de compiler et toujours de fixer dans le papier, fixer des choses pour que l'alimentation reste un code ouvert et pas un code fermé. Quand on mange des marques, c'est ce que je dis souvent aux jeunes, quand ils me disent « ouais, mais la bonne bouffe, ça coûte cher, machin. » Je dis « c'est pas l'ingrédient, on est dans l'open source. Et dès que tu vas aller chercher quelque chose avec une marque dessus, là, on est dans le système fermé, c'est du Apple. Donc oui, les Smarties, les machins, c'est du fermé. Et donc là, ça permet de travailler avec le vocabulaire que les gamins maîtrisent, c'est-à-dire celui du numérique. Et c'est comme ça que sur les territoires, j'ai été amené notamment à utiliser, donc ça c'est un fait culturel, qui est de trouver les mots pour atteindre aux autres. Et donc on a monté par exemple des projets alimentaires territoriaux sur la notion de ce qu'on a appelé la HDA, le haut débit alimentaire. On avait des coins dans la Creuse qui disaient « oh, nous, on n'a pas à bouffer, on est loin de tout, machin et tout ». Donc, notre but, c'était de construire une box méthodologique qui faisait tomber la nourriture ou même au plus loin. C'est comme les gens qui ont la fibre en milieu rural, ils sont contents. Donc, nous, on pense quand même que la nourriture qui arrive partout, c'est ça qui est important. Et après, la HD, donc le haut débit alimentaire, sur Bordeaux, parce que j'avais été interpellé par le PAT qui commençait juste, on est parti sur l'autre HDA, c'est la haute définition, c'est-à-dire les aspects qualitatifs du manger. Pour pas que ça soit juste la charité, on s'occupe des pauvres et tout ça, tu s'occupes de rien, on va s'occuper pour vous. Non, c'est très important que ces problématiques soient portées par le plus grand nombre, parce que je fais partie de ceux qui préfèrent faire en sorte que chacun ait un petit peu de pouvoir que de séquestrer le pouvoir en grosse majorité à un endroit qui est des fois pas facile à saisir. Donc il vaut mieux dans cette démarche, bon, on ne va pas s'excuser d'être dans une démarche plutôt anarchisante, quoi, de dire il faut que tout le monde, ce monde, il doit être porté par chacun. Voilà. Et donc je vais passer la parole à Eric pour qu'il puisse dire un petit mot, en tout cas se présenter. Et en tout cas, moi, je remercie encore et encore Kirtan de m'avoir invité, d'être aux côtés de quelqu'un dont je suis fan. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. J'ai un fan, oui, mais j'ai aussi des fans de radis dans mon jardin. Moi, à vrai dire, je m'appelle Eric Prédine. Je vais avoir l'occasion de témoigner de plusieurs choses. Mais je suis curieux et je vais être impoli. Je vais vous poser une question. Et si vous voulez bien que chacun réponde, tente de répondre, c'est pas facile. Mais pour vous, en un mot ou deux, 3 maximum, c'est quoi vous nourrir à titre personnel? Je suis assez curieux de voir. C'est me nourrir parce qu'il faut se nourrir, et c'est aussi du plaisir, du partage. Du plaisir et du partage. Oui. J'entends du plaisir et du partage. Partager la nourriture. Partager.
Partagé, oui. Moment collectif. Moment collectif. Ouais. Voilà. L'énergie. Le partage aussi, oui. Ouais. Découvrir un mets très particulier, bien cuisiné. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, je le garde pour moi. Si ça fonctionne bien, alors je cherche quelqu'un, quelqu'une avec qui le partager. Donc là, découvrir, cuisiner, et un peu tester, et si ça marche, je partage. C'est très pragmatique aussi, c'est nutritif. Nutritif, c'est vraiment pragmatique. C'est de l'énergie pour le corps, pour avancer. Moi, ça me renvoie à la question de se cultiver et de s'éduquer d'une manière très large. Voilà. Se cultiver, s'éduquer. Reconstituer ses forces, donc l'énergie, mais aussi reconstituer moralement, avoir du plaisir. Du plaisir, ouais. Et le partager en troisième. Il y a vraiment une dimension miroir pour moi, miroir mais quasi émotionnel, je mange comment je me sens en fait, et qui va aussi avec une dimension éthique de plus en plus, de recherche, qui est à la fois passionnant et puis par moments un peu lourd, mais qui est devenu très présent quand même dans ma consommation avec ce large mot, et qui fait que c'est pour ça que je dis miroir, c'est que ça reflète en fait beaucoup de questionnements, mais sur tout le reste, c'est un peu la même chose. J'entends qu'il y a à la fois de l'émotion, Ouais. et à la fois aussi qu'il y a de l'éthique dans l'assiette. Oui, bah ça va ensemble. Je mange mal quand je vais mal et je mange bien quand je vais bien, et c'est une recherche à la fois gustative et intellectuelle aussi. C'est quand j'ai faim et pour les autres. Je dirais aussi partager. La question c'est... Tu passes ton tour, tu vas... C'est trop difficile. La question c'était... Pour vous, c'est quoi se nourrir? Voilà. Pour vous, c'est quoi se nourrir? Donc je réponds, tu as le temps de... Non, malheureusement, c'est juste une nécessité, un impératif, c'est pas plus, sauf pour les gâteaux au chocolat. Bah, je rejoins cette idée de plaisir et de partage avant tout. Ouais. On n'est pas loin des droits culturels, là. Oui. C'est une question relativement classique qu'on peut poser. Salut Karine, bienvenue. Qu'on peut poser à chaque fois. Et effectivement, vous n'avez pas tout ressorti, mais c'est intéressant déjà. Il y a le côté purement fonctionnel, nutritionnel. Il s'agit de mettre des choses dans son corps pour le faire marcher. Il y a un côté faire société, manger en collectif, partager. Il y a un mot que j'ai appris il n'y a pas très longtemps qui s'appelle la commensalité, qui est quelque chose qui est visiblement c'est la base de faire société. Et du coup, moi, je vais vous raconter juste mon histoire par rapport à l'alimentation. Déjà, j'ai une histoire particulière. Je suis fils d'agricultrice. J'ai bientôt 60 ans. Et à l'époque, agricultrice, ça n'existait pas. On était femme d'agriculteur. Hein, ma mère a dû faire signer à son ex-mari le droit d'être chef d'exploitation. 1973. Voilà. Bon, en plus, il y avait 2 femmes agricultrices dans le village. C'était un peu compliqué pour elles, en tant que mère célibataire. Et du coup, elles ont rassemblé leurs gamins pour pouvoir s'occuper chacune de leur exploitation. Donc moi, je suis culturellement... j'ai été élevé par des nanas qui, entre autres, ma mère biologique, accueillait tous les 4 mandous, les clochettes, épée comme ça, etc., parce que sa tradition de fille d'arrière-petit-fille d'instit, de la laïque, etc., faisait que t'as faim, façon Emmaüs, tu bouffes. Alors des gens qui refaisaient le monde à l'époque, Power Flower, les années 70. Et alors ils refaisaient le monde, avec beaucoup de papier buvard trempé dans des trucs bizarres, mais ils refaisaient le monde. Tous les jours au coin du feu, mais ils ne faisaient jamais la vaisselle. Et moi, j'ai été éduqué, effectivement, moi, ce qui m'a toujours choqué pour faire société, c'est qu'il y a un moment, il fallait bien que la vaisselle se fasse. Quoi dire. Donc là, j'ai appris à faire la vaisselle assez jeune, et j'ai compris que ça faisait société qui durait. Voilà. Parce que tous ceux qui ne faisaient pas la vaisselle retournaient chez leur maman en hiver. Et du coup, il fallait nourrir tout ça. Et nourrir tout ça, c'était les stratégies, on faisait un jardin, quoi. On faisait des poulaillers. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la fonction de l'exploitation agricole, de la production alimentaire, allait d'abord à la première fonction, qui était l'autoconsommation.
Je fais des études agricoles. J'ai appris la vache folle, le cochon industriel, j'ai fait ça en Bretagne, j'ai fait ça à la bergerie nationale. Et je sors de là comme un bon technicien d'élevage en industrie, que je n'ai pas pratiqué. Pourquoi? Parce que c'était l'hiver 85-86, c'est l'avènement des restaurants du cœur. Et j'étais scandalisé. Et je le suis 35 ans après. J'étais scandalisé par quoi? Par le fait que un bon marketing, avec un bon porte-parole, Michel Coluche, proposait de réduire les stocks alimentaires aberrants produits par une politique agricole européenne aberrante, initiée d'ailleurs par une politique mondiale agricole aberrante, hein, l'interdiction de produire son propre soja en France pour donner le monopole aux États-Unis, qui a dérivé d'ailleurs vers les OGM plus tard, voilà, était complètement aberrant. Et tout simplement parce que ce stock s'est constitué parce qu'on ne pouvait plus nourrir à bas prix les satellites soviétiques. Et du coup, il y a un moment, on a trouvé une super idée qui permettait de gagner pour peu cher une bonne conscience et son petit coin au paradis. On va le donner aux pauvres. Mais vous voyez, 35 ans après, la défiscalisation des déchets alimentaires des grandes surfaces, ça dure encore. Hein, dire qu'on remercie les supermarchés de donner ces déchets aux pauvres et ils gagnent du fric dessus. Donc on n'a pas beaucoup évolué depuis 35 ans. Voilà. La seule chose, c'est dans la prise de conscience alimentaire, c'est qu'on n'a pas beaucoup évolué, on a même dégradé. J'y reviendrai. Du coup, là, au Resto du Cœur, choqué, on veut créer, en fin de compte, un mouvement exactement comme, en fin de compte, on pourra quitter sur nous-mêmes, c'est produisez votre bouffe. Moi, je suis fils. Je suis bouseux, je suis fils en ruralité. Pour moi, les pauvres habitaient forcément dans les appartements, pas en campagne. C'est après que j'ai rencontré les pauvres en campagne. Et du coup, ils habitaient où? À Bordeaux. Et le premier jardin partagé qui a été créé à Bordeaux, en France, c'était à Bordeaux, c'était au Grand Parc. Parce que le centre social du Grand Parc, avec Christiane Taufour était conseillère en économie sociale et familiale, avec un groupe de femmes, faisait de la cuisine de femmes, de mères célibataires, voilà, qui se retrouvaient, je crois que c'était je ne me rappelle plus quel jour de semaine, mais en tout cas, il n'y avait pas les gamins. Ils étaient à l'école. Et du coup, de la cuisine, on est passé au jardin. On a trouvé un jardin, un peu de terre, à l'aumônerie de Cluny, et le premier jardin partagé de France. Moi, je ne savais pas que je créais le premier jardin partagé de France. J'étais un gamin, et je peux vous dire, avec tous mes préjugés de petit mâle testoroné, malgré d'être fils d'agricultrice. C'est-à-dire, grosso modo, on se retrouve avec un terrain, il y a de l'eau. C'était déjà un jardin, donc c'était en plus de terre sableuse, facile à travailler, hein, très pauvre, mais facile à travailler. Hein. Et j'ai pris, moi, des piquets, des cordes, et j'ai dit, bon, vous êtes 8, on va partager en 8. Et elles m'ont ri au nez. Elles m'ont ri au nez en disant, attends, Eric, excuse-moi, on s'emmerde toute la semaine, chacun dans son coin, pour pouvoir s'occuper des gamins. On se retrouve, alors on va dire le jeudi, on va le faire ensemble, le jardin. Moi, 22 balais, les nanas un peu plus de bouteilles, un peu plus d'ailleurs de responsabilité que les miennes, ok, je vous écoute. Et donc le concept de jardin partagé, qui est sur la base de jardin discuté avec les habitants et aménagé selon ce qu'ils discutent et selon leurs intérêts, a débuté comme ça. Parce que tout simplement, je les écoutais, alors que pour moi, jardiner ensemble, c'était n'importe quoi. C'était le retour au kolkhoz inefficace. Ça a été extrêmement efficace. Parce qu'effectivement, leur besoin était de se nourrir. Bon, je ne vous raconte pas toute l'histoire des jardins partagés, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un autre mouvement qui était plutôt sur le côté retrouvons la nature, du bien-être à la nature. Il y avait un lien presque spirituel qui s'est petit à petit dérivé vers la gentrification. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une thèse qui a été faite par, je ne sais plus quel doctorat, etc., qui a démontré que les jardins partagés produisaient que dalle. Oui, mais à Montpellier. Et quand on disait c'est quoi la nature des jardins, ce n'était pas aux Aubiers. Deuxième jardin en 91, les jardins familiaux de développement social de quartier en 91, que j'ai contribué à créer avec les amis. Ce n'était pas à Beaudésert, à Mérignac. C'était naturellement pour des gens qui avaient les moyens d'acheter leurs légumes biologiques. Et du coup, ils les cultivaient
Ben, pour le fun, quoi. Mais ils partaient en vacances au mois d'août. Donc on est toujours sur ces paradoxes-là. Tu jardines selon tes besoins. Et si tu as des besoins de relations spirituelles avec la terre, ben, le fait de produire une tomate ou pas produire une tomate, tu t'en fous. Tu te fais du bien. Moi, j'ai toujours été partisan du nourricier. Nourrir. Et nourrir ne passe pas. Et aujourd'hui, il y a eu une grosse rupture. Il y avait une grosse rupture dans les années 90-2000 de savoir-faire cultiver, jardiner. Elle y est encore. Hein. Grosso modo, on est dans un paradoxe. Même les papis casquettes jardinent de manière un peu bizarre aujourd'hui, hein, tout simplement parce qu'ils jardinent l'été, pour l'été. Donc ils s'y mettent au moment où il y a des pubs pour les tondeuses à gazon, donc février-mars. Voilà. Ils vont planter les tomates au mois de mai pour récolter les tomates au mois d'août et ils se barrent en vacances. Donc les 3/4 des tomates pourrissent. Donc on est dans une aberration. Là où les légumes coûtent le plus cher, c'est au mois de mars. C'est-à-dire qu'il faut cultiver et semer au mois d'août, septembre. Et moi, aujourd'hui, par exemple, moi, 25 mètres carrés de potager me suffit largement. Je fais des conserves à nourrir, mais on n'est que 2 pour l'instant. Les gamins se sont barrés. Eh ben, je suis obligé de faire des conserves avec 25 mètres carrés. C'est juste pour vous dire que là où je produis le plus de légumes, c'est maintenant. Ben, c'est là où il coûte le plus cher. Je suis radin quand même. Donc, vous avez toujours ce paradoxe-là où on a des imaginaires autour, parce qu'on a perdu pied en termes de conscience alimentaire, on a complètement perdu pied sur le savoir manger, le savoir se nourrir. Et on va continuer sur la cuisine. Au Rateleur, une association qu'on a créée, un tiers-lieu nourricier à Sainte-Foy-la-Grande, bon, qui paraît-il la ville la plus pauvre de Nouvelle-Aquitaine. C'est en Gironde. C'est très très loin en Gironde, c'est complètement à l'est, on ne connaît pas. Voilà. C'est en Gironde. Et quand on interroge les mangeurs, quand on prend le temps de les interroger, ils ont tous des stratégies de résilience, malgré qu'ils gagnent très peu. Voilà. Et en fin de compte, on a toutes les associations caritatives et les bien-pensants qui pensent pour eux. Voilà. Hein, on va faire des dons alimentaires à partir des déchets de la grande distribution. Et là, je peux vous dire qu'une des problématiques, c'est quand on les écoute, ils ont déjà des stratégies. Et que dès qu'on est en appui des stratégies, allez indiquer à une communauté marocaine ce que c'est qu'un groupement d'achat. Ils vous rient au nez. Ça fait très longtemps qu'ils savent acheter la semoule par 50 kilos en faisant le déplacement à Bordeaux. Ils n'ont pas besoin de donneurs de leçons sur le groupement d'achat. Ils savent parfaitement où sont les bons moutons et comment les acheter cash et les tuer sur place pour qu'ils soient conformes à leur culture alimentaire. Ce n'est pas un problème. Et par contre, ils sont très prêts, si jamais tu les interroges, à donner leur bon plan, à les partager. Je voulais revenir sur deux choses, en fait, moi, dans mon engagement qui croise avec Eric. Tout à l'heure, Eric parlait des aberrations sur le gaspillage, et il parlait certainement de Phoenix. En fait, on a eu une loi qui a modifié un peu notre rapport aux dons alimentaires, et donc c'est la loi, c'est le député Guillaume Garot qui avait lancé, en fait, à la base, ça partait pas d'une mauvaise idée, c'est de dire à partir de 400 mètres carrés de surface pour un supermarché, eh ben, on fiscalisait tous les déchets. Bon, ben là, tu as des mecs qui sont passés par là. La base de toute start-up, c'est le droit. Donc, on a une petite niche de droit et on l'ouvre. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc complètement aberrant qui est payé par les impôts de tout le monde. Ça veut dire qu'ils arrivent avec des carnets pour dire, bah, écoutez, moi, tout ce qui vous reste, je le prends. Je ne suis pas le Resto du Cœur, je ne suis pas la banque alimentaire. D'ailleurs, la plus grosse, elle est en Gironde. En France, elle est en Gironde. Et je vais prendre tout. Et je vais vous donner le quitus, le papier fiscal qui vous permet de tout ça. Et donc, on a quelqu'un qui est venu s'installer entre les gens qui faisaient de l'aide alimentaire et la source. C'est-à-dire, on a considéré que le déchet potentiel alimentaire devenait un gisement. Et donc, il l'exploite en donnant des quitus alimentaires. Jusque-là, à la limite, ça gêne un peu, mais voilà, on comprend l'intérêt. Sauf que ça vient accélérer le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire quand vous étudiez les supermarchés dans leur aménagement, etc., qu'est-ce qui se passe?
vous allez avoir aujourd'hui une grande croissance, quel que soit le supermarché, une grande croissance de la partie où on va avoir des légumes et tout ça. Et ils font attention, chez Leclerc par exemple, à ne pas dépasser une certaine proportion de frigo où on vous met à disposition des légumes coupés et tout. Bon, entre-temps, la marge, c'est stratosphérique. Le top du top, c'est chez Picard, où la courgette qui vaut en moyenne 1 euro, c'est un coef 7. Quand vous l'achetez découpée en sachet, c'est coef 7. Et elle n'est pas en bio ni rien, elle n'est pas mieux. Hein. C'est juste qu'on a investi d'un point de vue capitalistique les chaînes alimentaires. C'est-à-dire que Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans les supermarchés, on fait un calcul fiscal, purement fiscal, qui est que la nourriture dans le supermarché, quand elle sort, il y a un moment à partir duquel c'est intéressant qu'elle sorte. Pourquoi? Parce qu'elle va rapporter fiscalement plus d'argent qu'elle rapporterait en marge si elle restait et qu'elle attendait le dernier moment et on est obligé de la payer, de la vendre moins cher. Et donc, on a eu à un moment donné, on a ce phénomène de rayons de nourriture qui sont super bien tenus, tout ça, et où on a accéléré, c'est-à-dire qu'en fait, on a plus de nourriture qui est poussée dehors, voire on retrouve dans les incinérateurs, pour faire du biogaz et tout ça, on retrouve des denrées alimentaires qui ne sont pas arrivées à la date limite. Et donc ça, c'est effrayant. Pourquoi? Parce que ces gens qui ont un gisement comme celui-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas tout basculer dans l'aide alimentaire, non. Et à un moment donné, ils ont mis la main avec les gars de la FNSEA, je prends n'importe quel gars de la FNSEA, s'il veut, on débat, enfin on discute de ça, eh bien, on va venir à ramener dans les méthaniseurs, parce qu'il faut de la matière, et on ramène de la matière. Et donc ton coup de gueule, moi ça m'écoeure, enfin, ça me rend malade, de voir des gamins qui me disent, mais dans l'incinérateur, j'ai regardé, pour ne pas le citer, tonton, j'ai regardé avec le Transpal, machin et tout, à un moment donné, j'ai regardé les paquets. Eh bien, il y a des paquets, il y a des choses, elles sont encore bonnes à manger, et le gamin, ça l'a scandalisé. Il bossait pour pouvoir s'acheter à manger, et il brassait à longueur de journée avec son diplôme de carte, enfin, de cariste, il brassait ça. Et il était en insertion, et il essayait d'apprendre un métier qui était de nourrir une machine qui était infernale, parce que pour lui, ça n'avait plus de sens. Et donc là, je reviens, l'anthropologue revient, quand on a regardé tout ça, on se dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à un moment donné, on a eu, dans les années 80, c'est là où ça a monté le plus, tout ce côté un peu hygiéniste, oui, il faut des normes, il faut machin et tout. Il faut quand même savoir que 100% des gens qui se font à manger ne s'intoxiquent pas. Le risque, il existe sanitaire, il existe essentiellement avec la massification. C'est quand on en a plein qu'à un moment donné, ça peut produire des mauvaises choses. Et donc, par le biais notamment les Américains, tu disais, eh ben, on a eu des normes qu'on a voulu accepter, on a accepté à l'Europe, et notamment ça a donné ce qu'on appelle la HACCP, en fait, ce qu'on appelle la chaîne du froid, entre autres, ce qu'on appelle la chaîne du froid, que ce que j'appelle moi la chaîne de l'effroi, puisqu'en fait elle commence à justifier des choses incroyables. Et c'est comme ça que moi j'en ai été amené à travailler sur la chaîne du soin. Et où je rejoins des gens comme Eric qui dit le soin, le propre de la terre, c'est de nourrir les gens. Et c'est comme ça que la chaîne du soin, elle est beaucoup plus intéressante d'un point de vue culturel à transmettre que la chaîne du froid, quoi. La chaîne du froid, moi, j'en ai rien à faire. Je n'ai pas à être un technicien. Je n'ai pas à gérer ce genre de risque. Le risque, je le gère d'une manière quand il est là. Mais quand il n'est pas là, je ne vais pas m'inventer ça. Donc, tous les gens à qui on explique qu'il faut de l'inox de partout pour faire à manger, etc., etc., eh bien, ici, à Bordeaux, on a inauguré la maison interculturelle de l'alimentation et des mangeurs. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument rendre à chacun le code source du bien manger, qui était de savoir et de partager en fait ce savoir, notamment à partir de l'identité culturelle du mangeur, c'est-à-dire celui qui a d'abord un rapport organique à lui-même, et ce rapport organique, il devient ensuite organique au monde, parce qu'on partage, etc.
C'est vrai que les premiers bobos, d'après la définition qu'on en a aujourd'hui, moi c'était mes parents, le mouton dans la baignoire, si c'est pas du circuit court, excusez-moi, quoi. Je veux dire, ils passaient de la baignoire à la cuisine, c'était... Et donc ces parents, ces gens, savaient énormément de choses. Et aujourd'hui, on fait des politiques, tu s'occupes de rien, on s'occupe de tout. En politique de la ville, on le sait, c'est devenu cette façon de faire, c'est devenu la politique de la ville est devenue une agence de voyage pour Daesh. Et puis maintenant, les mêmes qui ont dit aux gens tu s'occupes de rien, on s'occupe de tout, ils vous disent oui, avec un peu d'argent, on va les déradicaliser. Bah, ces gens-là, j'ai envie de les mettre sur une île déserte, quoi, parce qu'on a ras-le-bol de continuer à alimenter le fait d'abord de déprécier les gens, de ne pas partir des gens, de ne pas partir de ce qu'ils savent. Et Eric, tout à l'heure, le disait, dans les ateliers, quand on va voir les gens, toc, 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 bonjour, est-ce que vous voulez faire des choses ? Ça marche pas moyennement. Par contre, si vous organisez quelque chose et vous demandez un coup de main, ils savent tous prendre un économe, etc., etc. Et c'est à partir du moment où on pose la reconnaissance comme une base qui va construire une culture commune, à ce moment-là, ils sont friands de vous expliquer plein de choses. La dernière chose aussi dans cet engagement, ça me rappelle aussi de ce rapport à la nature, c'est que moi, j'ai à un moment donné, j'ai étudié ce qu'on appelait le syndrome de manque de nature. Et le syndrome de manque de nature, c'est la sédentarité, c'est le fait de ne pas être exposé à la nature, de ne pas avoir affaire à des jardins. Un jardin, c'est d'une thérapie extraordinaire, hein, c'est thérapeutique à moult raisons. Et notamment le syndrome de manque de nature, moi j'avais étudié que j'avais fait des corrélations entre le syndrome de manque de nature, c'est-à-dire quand on ne vit pas suffisamment proche de la terre, et les violences urbaines. Et dans les mouvements d'éducation populaire environnementaux, vous n'en avez rien à foutre des gamins des quartiers qui n'étaient pas exposés à la nature. Donc c'est là où, par exemple, la question des jardins partagés m'a intéressé et nous a intéressés, c'est de dire mais comment à un moment donné on peut, en exposant à la nature, et notamment la nature vivrière, parce que là, quand on cultive, on repart tout de suite avec quelque chose. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de rentrer dans quelque chose de totalement improbable, qui est de produire, au-delà de soi-même, au-delà des biens, de produire un sens aux choses. Et c'est en ça où moi je suis très, très content qu'on pose le rapport à la terre comme un rapport qui construit et qui amène toutes les formes de sociabilité ensuite par l'assiette. Et donc la chaîne, la vraie chaîne, c'est celle qui va du sol à la spiritualité, puisqu'après, on mange même après vous. Hein. Nous, au Maroc, les funérailles, ça se fait bien quoi, aussi. Donc c'est ça qui est important. Voilà. J'ai parlé du coup d'une acculturation du savoir produire, mais il y a aussi aujourd'hui malheureusement, nous c'était dans les en fait compte tu t'apercevais que le savoir cultiver, moi je ne l'avais pas appris dans les écoles à Blanquefort, à Rambouillet ou à Guingamp, hein, le savoir cultiver un potager, je l'ai appris en jardinant. Voilà. Du coup je l'ai appris sur l'exploitation de ma mère, parce que en fait compte le coin le plus productif était le potager en termes de rendement. Et puis, on s'est aperçu au bout de quelques années qu'il y avait également une acculturation du savoir cuisiner. C'est une certaine logique. Hein. J'avais reçu un chiffre, 400 milliards de dollars dépensés dans le monde occidental pour vous vendre de la bouffe industrielle. Voilà. C'est une légère contre-pub en termes de financement par rapport au petit message manger 5 légumes et 5 fruits par jour. Hein, c'est un peu léger à côté. Grosso modo, aujourd'hui, on est principalement nourri par l'agro-industrie. Et l'agro-industrie vous produit à manger. Elle fait très bien son boulot. Parce que grosso modo, elle arrive à vous fournir de la satiété et du plaisir, hein, avec des fraises tagada. Et moi, j'adore les fraises tagada. Quand on analyse de comment c'est produit efficacement. Le coût monétaire est très faible et on arrive à transformer de l'eau, du sucre et de la gélatine de porc grâce aux gélifiants, au sucre, etc., et aux additifs. Ils vous vendent de l'eau au poids de la fraise. C'est extraordinaire. Mais si vous regardez la composition des snackis, c'est la même chose. Avec d'ailleurs le même phénomène, c'est aussi de la cochonille, hein, qui donne le petit couteau rouge, etc. Donc il y a un savoir-faire industriel qui arrive à vous faire manger, voilà, de l'eau au prix du produit que vous imaginez qu'il y a dedans. C'est prédigéré, c'est facile à digérer, ça passe bien.
Si vous avez encore faim, vous en reprenez, c'est pas cher. Ben oui, c'est très peu cher de l'eau. Et le sel est peu cher, le sucre est peu de sel, est peu cher. Et le tout, c'est de mettre du gélifiant. Il n'y en a pas besoin de beaucoup pour vous donner l'impression de la bonne consistance du pâté. Voilà. Hein. Donc vous vous retrouvez avec des saucissons pur porc avec 15% de porc, ou 17%, je crois. Voilà. Hein. Naturellement, ça vaut le coup de savoir lire ces étiquettes. Et du coup, en fin de compte, en cuisinant, vous ne pouvez plus cuisiner. Parce que nos amis architectes, un peu victimes des cahiers des charges de nos amis de l'immobilier, voilà, les amis architectes nous proposent des plateformes de réchauffage, de quoi mettre le micro-ondes, de plaquettes électriques, etc. Imaginez que vous êtes jardinier et que vous vous retrouvez avec un petit surplus de courgettes et que vous n'arrivez plus à emmerder vos voisins à les offrir parce que les voisins n'en peuvent plus, quoi dire, et vous vous retrouvez avec 15 kilos de courgettes. Très facile, hein. Vous êtes planté, vous avez mis 4 pieds de courgettes au lieu d'un et vous vous retrouvez avec 15 kilos de courgettes. Et votre kitchenette. Voilà. Essayez de faire une purée de courgettes avec 15 kilos de courgettes. C'est un chantier dans son studio. C'est un chantier dans son studio. Voilà. Et parce que vous ne pouvez plus cuisiner. On vous a vendu un truc, vous habitez dans un truc pour faire du réchauffage, pas de la cuisine. Et ça devient compliqué. Parce que naturellement, on a encore aujourd'hui des personnes âgées qui savent cuisiner, parce que culturellement, dans les années 60-70, on attaquait un peu plus les produits bruts. Mais ces personnes âgées qui se retrouvent toutes seules n'ont plus envie de cuisiner. Donc elles se tapent un bouillon cube et du vermicelle, un bout de fromage. Elles se dénutrissent parce qu'il n'y a plus de commensalité. Et du coup, toutes les solutions aujourd'hui résident pour reprendre, en termes de conscience alimentaire, et du coup, quelquefois en conséquence des transitions, alors je parle climatique, biodiversité, etc., mais ça passe par votre assiette. Ça va être effectivement de reconscientiser la cuisine du produit brut, pour que ça soit correspondant aussi à vos besoins actuels. Il faut que ça soit rapide, parce que vous n'avez pas que ça à foutre, il y a aussi Netflix, hein, donc on n'est pas là pour faire des pot-au-feu pendant 3 heures, quoi, dire, etc., hein. Pas cher, parce que le portefeuille, il n'est pas si épais que ça, quoi, hein. Bon, alors bon pour la santé, le côté nutritionnel, fonctionnel, mais bon aussi pour le plaisir renouvelé de manger. Hein. Sinon, on est au stade de la boîte de raviolis chauffée au micro-ondes. Veut dire, il y a un moment, il n'y a plus de plaisir, c'est fonctionnel. Voilà. Et bien, pour retrouver ça, c'est tout un travail parce qu'en plus, on est dans le pays de la gastronomie. Alors la gastronomie, c'est quoi? C'est la cuisine de l'événement, la cuisine du dimanche. On ne compte pas, on en reprend. Bonjour les diabètes, hein, je suis diabétique, on en reprend. C'est pas grave, on n'a pas regardé aux dépenses. La vaisselle, bon, on verra lundi. Ça, c'est la cuisine gastronomique, où on ne compte pas. On met 10 ingrédients. Hein. Il y en a à peine 2 ou 3 que vous allez reconnaître dans le plat, mais on en a mis 10. Hein. Puis on va faire du baratin derrière, c'est important. Mais ça, c'est la cuisine événementielle. On est le pays de la gastronomie. C'est pas la cuisine, c'est pas une cuisine nourricière. La cuisine nourricière, le vrai talent, c'est l'artisan. Celui qui va partager les modes opératoires. Celui qui va pouvoir répéter, qui va compter. Compter le temps, compter la vaisselle, compter le coût. Hein, et compter ce qu'on met dans son corps, tout simplement. Et là, je vais vous donner juste un petit exemple. Parce qu'on fait partie du mouvement des cuisines nourricières. Juste un petit exemple. La fameuse pâte à tarte. Il y a celle qu'on vous vend, elle n'est pas chère. Hein, chez Lidl, elle doit coûter 70 centimes. Pas cher. Alors naturellement, elle n'est pas vraiment faite avec une farine de blé paysan, du blé rouge, etc. Voilà, il y a pas mal de sel. Hein, au poids, ça vaut le coup de vendre du sel au poids de la farine. Hein, c'est pas mal aussi. Il y a de l'eau, il y a les additifs, il y a les conservateurs. Quoi, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un moment, votre tube digestif réagisse d'une manière bizarre au bout de quelques années. Voilà. Mais c'est pas cher. Voilà. C'est rapide, on le prend dans le truc, c'est déjà étalé. Moi, je vous propose 200 grammes de farine que vous achetez où vous pouvez. Lidl, ou tiens, j'ai une farine bio, machin, etc. On y va. 60 grammes d'huile, 80 grammes d'eau, je compte. Je mixe l'eau. Voilà, c'est 5-6 coups de fourchette, une émulsion, je mets dans la farine, 4 coups de cuillère à soupe, ça prend 3 minutes, je l'étale directement. 5 minutes pour étaler ma pâte à tarte. Elle revient à 35 centimes. C'est exactement. Sauf qu'on change le mode opératoire, et sauf que l'huile, je peux me permettre d'en acheter une bonne, même si je n'ai pas beaucoup de thunes. Je peux m'acheter une bonne farine. Hein,
et c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, quand c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui le partage. Et je peux vous dire que ça soit vos salades limaceuses de votre jardin ou votre pâte à tarte un peu bizarre qui sort de vos mains, ben à partager, ça a plus de sens que ce que vous avez acheté dans l'industrie. C'est juste, le partage, elle est ça dans retrouver des fonctions nourricières. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un déficit, aujourd'hui, de savoir-faire, tout simplement. Parce qu'on est référent. Alors, en France, c'est vraiment un souci. Quand on a travaillé à Cuba, on a travaillé au Venezuela, etc., le côté gastronomique, je peux vous dire, non, la cuisine nourricière. Là, on a beaucoup appris avec des cuisines nourricières, en Afrique. Voilà. C'est vraiment un problème français, hein, le côté gastronomique. Hein. Oui, on va faire pour les questions, mais je voulais juste rebondir là sur ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on a un fort mouvement là, qui a commencé vraiment en Espagne, où effectivement on construit des maisons quasiment sans cuisine, avec juste des plateaux, des hubs, hein, au sens, c'est toujours le mot, l'optimisation, la rapidité, des maisons sans cuisine. Donc il y a un moment donné, quand ça commence à arriver, c'est grave. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelait les dark kitchens, c'est-à-dire les cuisines qu'on ne voit pas. Donc, Deliveroo, Uber, etc. Au départ, ils étaient juste des transporteurs de plats. Et on s'est dit, ah bah oui, c'est vrai, c'est commode, ça emploie des gens, puis ça nous apporte les plats des bons restaurants. Sauf qu'aujourd'hui, ils se marketent depuis 1 an et demi maintenant comme une véritable offre de restauration. C'est-à-dire, il n'y a plus Pierre-Paul Jacques, il y a Uber, et lui, il a une offre, et donc il a ubérisé les autres, c'est-à-dire, il en a fait des ingrédients. C'est-à-dire que même les bons restaurants, et aujourd'hui, c'est vraiment une grosse problématique. C'est-à-dire que c'est insidieux, mais ça a une telle puissance de frappe. C'est Amazon, c'est toutes ces choses-là. C'est-à-dire que le but, il est vraiment de déglinguer ce qui fait culture. C'est-à-dire ce qui fait lien en dehors. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a une interaction, le but de ce capitalisme-là, c'est de prendre sa part dans toutes les interactions. Et ça commence par le vol. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aux États-Unis, on vole le truc, ça dure assez longtemps, et nous, on commence à croire que c'est le progrès. Zuckerberg, avec Facebook, il a d'abord commencé par voler le truc. Quelques années plus tard, il a donné 1 milliard au gars qui l'avait spolié. Mais voilà. Donc ça, c'est vachement important de se rendre compte que c'est insidieux, et il ne faut pas se battre contre ça. Parce que la réalité, si on veut se battre contre tout ça, c'est très très simple. Il faut poser le problème qu'on a souvent tendance à poser d'un point de vue économique, comment je fais moins cher, etc., etc. Ça, à la limite, on peut en débattre de comment on fait moins cher. Mais c'est d'abord de se rendre compte que la consommation, ce capitalisme-là, cette économie-là, elle est devenue un mode de vie. Et donc, si on ne pose pas les choses d'un point de vue culturel, on n'arrive pas. Aujourd'hui, tu ne consommes pas, tu n'as pas l'impression d'avoir vécu. Donc, c'est très, très important de se rendre compte, en fait, qu'il y a derrière toutes ces choses qui sont en chiffres, etc., c'est insidieux parce qu'en fait, ça vient prendre la main sur la culture. Et donc, on a, tu dois connaître ça, Jean-Michel, tout ce qu'on appelle l'économie mauve, en fait, comment en fait l'économie s'est culturalisée et comment aujourd'hui l'argent devient le moyen de penser les choses. Or, il faut les penser à partir de nos nécessités fondamentale et pas simplement de juste arbitrer le match entre le tarif de ceci ou de cela. Donc moi, pour moi, et pour vraiment terminer là-dessus, il faut aller dans cet engagement notamment, moi, je suis membre de l'Alliance des cuisiniers, qui est en fait l'Alliance des cuisiniers Slow Food à la base, parce qu'on s'est rendu compte que même chez Slow Food, on s'est retrouvé avec des gens qui ont phagocyté cette nécessité de bien manger, qui en ont fait la façon de manger d'une classe sociale. Donc du coup, à un moment donné, ça ne s'adresse pas à ceux qui en ont vraiment besoin, que ça peut reconnaître et tout ça. Donc c'est ça aussi qui est très important, c'est de s'engager pour ces métiers de la transformation qui visent la dignité, etc. Après, accessoirement, ça devient de la justice économique, etc. Mais c'est surtout de se dire, mais comment on va vivre dans un monde où toutes les interactions, elles sont taxées, quoi. Et donc, pour que ça coûte moins, il faut que ça soit plus en direct, c'est-à-dire 2 mois à mon voisin, 2 mois à ma mère. Moi, je me suis fâché avec ma mère parce qu'elle considérait qu'en tant que Marocain, homme marocain, ta femme, qu'est-ce qu'elle fait? Je dis, heureusement que je cuisine parce qu'elle n'a pas besoin de le faire, mais c'est surtout qu'à un moment donné, c'est des nécessités.
Et même la génération de ma mère, c'est difficile de lui argumenter le fait que j'ai besoin de savoir, que mes enfants ont besoin de savoir, que savoir, ça n'est pas, enfin, je veux dire, les moyens financiers ne libèrent pas tant que ça, puisque des fois, on croit qu'on se libère, mais en fait, on ne se libère pas tant que ça parce qu'on crée des chaînes. Et moi, j'aime beaucoup cette image où, en réalité, on est souvent entre la carte bleue, celle du pouvoir d'achat, de l'argent, de la droite, tout ce qu'on veut, peu importe, enfin, il y a des caricatures, mais entre la carte bleue et l'autre carte qu'on a toujours dans ses poches, c'est la carte vitale, la carte verte, c'est pour celle qui permet de soigner, de réparer les excès de la première. Et moi, je considère qu'entre les deux, il y a une carte qui est beaucoup plus intéressante, en tout cas qui est fondamentale, c'est la carte IGN. C'est celle qui nous permet de spatialiser nos vies et puis finalement de mettre du paysage dans l'assiette. Et à partir de là, on commence à avoir faim d'autre chose et on commence à se rendre compte que par le glanage, par le fait de participer à un jardin, etc., et ben finalement, je passe un peu de temps qui m'apporte énormément et en plus, je repars avec des légumes. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est surtout pour nous le modèle, la question des les droits culturels, la question du droit posée du point de vue de la culture, pour l'alimentation, c'est fondamental. C'est fondamental, c'est un droit qu'on devrait travailler au corps à corps parce qu'effectivement, il est très concret. Malheureusement, il faut savoir qu'en droit, le droit de l'alimentation, il est très épars. Il est fait de plein de petites choses, mais il n'est pas posé. Ce n'est pas un droit de l'homme. Regardez l'analyse des droits de l'homme. Il y a plein de choses qui approchent, mais il n'y en a pas un comme ça. Et c'est toute la difficulté et la brèche dans laquelle l'agro-industrie s'est installée en essayant de nous créer des droits. Quand on voit Leclerc, comment il s'enrichit à se battre pour nos droits, moi, je préfère qu'on s'en occupe nous-mêmes, quoi. Voilà. Bon, je vous remercie. Puis, on est là pour vos questions et vos réactions aussi. Vous avez donné l'envie de prendre conscience, parce que ça fait beaucoup de choses quand même. On vous entend, on a accumulé beaucoup d'éléments, mais qui conduisent tous à la même direction. C'est la question de la prise de conscience. C'est moins la question de faire ou de ne pas faire, etc., que de prendre conscience de toute cette complexité et qui rejoint les préoccupations des droits humains fondamentaux, parce que notre préoccupation, c'est comment une société peut s'organiser dans la dignité des autres et dans l'émancipation des personnes. Donc moi, j'entends ça dans vos observations, hein, la question du rapport à la dignité et la question aussi du rapport à l'émancipation, savoir-faire soi-même, savoir-faire avec les autres, pas simplement dépendre, etc. Donc le mieux peut-être, c'est dans cette idée de conscientisation, c'est effectivement d'échanger maintenant. Est-ce que tout ce que vous avez dit fait écho aux expériences, aux vécus, ou aux convictions des uns, des unes et des autres, parce que là, on a un chantier, quoi. On a un gros chantier. Alors, moi, je ne dirais pas de société, mais d'humanité, parce qu'on a dépassé le stade de l'organisation de la société. C'est presque l'humanité qui est en danger, si on vous écoute bien, dans cette affaire. Est-ce que je tends le micro, Maël? Les discussions qui ont commencé au sein du groupe alimentation du laboratoire et qui vont être continues pendant 3 mois ont quand même montré déjà au bout de 2-3 fois qu'on pourrait, après avoir dit tout ça, avoir le sentiment que la plupart des personnes ici sont probablement un peu sur la même ligne, de chercher un mieux manger, un mieux cuisiner, un mieux partager, etc. et qu'on pourrait être d'accord sur plein de choses. Seulement quand on n'y passe suffisamment de temps sur qu'est-ce que ça veut dire que ces mots-là, comment on l'exerce, à quelle nourriture ça correspond, etc. On finira toujours par trouver un endroit où on n'est pas d'accord du tout. On pourrait parler de qui est vegan, qui est allé au bout de sa recherche personnelle là-dessus, qui va manger du foie gras à Noël, etc. etc. On pourra toujours trouver un endroit où il y a de la tension qui peut revenir. Je pense que ce qu'il faut qu'on réussisse à soulever comme discussion, et ce que disent les droits culturels, c'est que la définition de à quel moment on va finir par se friter les uns les autres là, sur qu'est-ce que c'est que le mieux manger, qu'est-ce que c'est que l'éthique, qu'est-ce que c'est que le rapport d'être humain ensemble, cette discussion-là fait culture. Que l'alimentation fait sens pour l'ensemble de l'humanité à partir du moment où elle est un support de discussion pour la discussion elle-même de qu'est-ce que c'est que d'être humain, qu'est-ce que c'est que d'être éthique, qu'est-ce que c'est que d'être dans le juste. Donc peut-être qu'on peut discuter de ça, peut-être qu'il y en a qui sont véganes, d'autres qui ne sont pas encore véganes. Là on va parler des choses qui titillent un peu, qui grattent. Est-ce qu'on est capable de discuter de ça en civilité, en respect, de faire en sorte que la conversation elle-même fasse sens
pour s'écarter la notion de jugement personnel, moral, et pour rentrer dans une dimension qui n'est pas morale, mais qui est éthique, en fait. De l'éthique de comment est-ce qu'on fait sens ensemble, plutôt que chacun à son endroit. Donc c'est à la fois la construction de son rapport personnel à la bouffe, à comment la faire pousser, comment la récolter, comment la partager, mais aussi qu'est-ce qu'il y a en face. Si l'autre il a une définition de ce processus-là qui est un peu différent, que même dans sa définition de qu'est-ce que c'est que le partage, comment le faire, est-ce qu'il faut que je prenne une fourchette ou est-ce que je mange avec les doigts, comment je le prends si on négocie, est-ce que c'est une discussion d'humanité ou est-ce que c'est une confrontation entre des façons de voir l'éthique qui ne sont pas toujours, même sur de la subtilité, pas les mêmes. Je pense qu'on a tous des conversations en tête avec nos familles, avec nos amis, où ce genre de valeurs finissait par devenir plus complexe que ça. Vous avez sûrement des exemples, peut-être. Le micro est ouvert sur les discussions sur la nourriture. Quelles sont les façons de changer les choses? Alors, c'est moi qui ai le micro, donc je vais jouer le... Hop. Bonsoir. D'après vous, quelles sont les façons de pouvoir changer les choses? Non, non, moi, je sais pas, j'écoute. Comment on fait, ça marche pas, comment on fait pour que les gens, mettons, d'un quartier puissent avoir accès aux cuisines avec tout matériel qui ne les utilisent jamais? C'est ça, cette démarche-là qui m'intéresse. Juste encore un exemple, ce qu'on fait nous pour les interroger, pour les faire venir, on fait des ateliers de cuisine dans la rue. Donc on va auprès des gens. Et alors, on fait d'abord une petite animation circassienne, un peu que j'ai vu, là, on attire les gens, le chaland, etc., on crie un peu fort, etc. Et surtout, c'est qu'on leur met un économe entre les mains et un couteau. Et venez nous donner un coup de main. Ils se mettent à éplucher des légumes et à découper. Ou des légumes ou autre chose, hein. Mais la viande, c'est plus compliqué dans la rue. Voilà. Et de quoi discutent deux personnes qui épluchent des légumes? De bouffe. Voilà. Et du coup, comment les faire parler après? De bouffe. Voilà. Et comment tu procures les légumes, les bons plans, etc. Voilà. Du coup, au lieu de faire venir les gens à soi, vous allez vers les gens. Et du coup, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'économes, d'une toile cirée sur la table pour pouvoir passer le coup d'éponge, parce que c'est bien que tout le monde n'ait pas une accélération du transit intestinal une fois qu'on a fini. Hein, c'est pas l'objectif. Hein, d'un trépied, de gaz, etc. Du matériel mobile. Alors, c'est de trouver, sur ce qu'il fallait faire. Nous, à Territoire Alimentaire, on a développé donc des recherches et ça nous a amené, par exemple, à Bègle. À Bègle, moi, ça fait 3 ans que je travaille avec les gamins, alors spécialement les enfants migrants, et on travaille sur des modes de faire qui intègrent, en fait, par l'alimentation et l'univers de l'alimentation et du voyage. On a mesuré qu'on accélérait leur apprentissage de la langue entre 6 et 9 mois. On a rapporté quasiment 9 mois sur leur apprentissage. Et un des exercices qu'on fait qui marche très bien, c'était le fait de travailler donc tous les 15 jours, moi je travaille avec eux, de travailler par exemple sur les menus de l'école. Et en fait, on pourrait le faire dans les classes classiques, hein, ça serait très super. C'est de lire le menu. Alors, il y a 10 nationalités autour de la table. Lire le menu, ça devient assez marrant parce que on corrige et on fait des fautes soi-même, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et puis, les gamins, on travaille ensuite à dessiner, à imaginer. Mais ce légume-là, mes parents, eux, ils le cuisinent comme ci, comme ça. Et ces gamins, insidieusement, sont devenus des agents de sécurité alimentaire patentés parce qu'en fait, ils parlent de bouffe tout le temps. Parce qu'en fait, la première chose qu'ils font, parce que rentrer dans toutes les discussions, ils n'ont pas forcément les mots. Par contre, ils ont appris à lire et à parler de la nourriture, du menu de la cantine. Donc, ils font ça tous les jours et les profs nous disent, dis donc, ils sont tout le temps incollables sur ce qui se passe, sur les légumes et tout ça. Et ce qui est intéressant pour eux, c'est que c'est très inclusif. Parce qu'en finalement, le sujet de la nourriture, il apporte du vocabulaire, des saveurs, etc.
Et puis on fait avec la table d'hôte du centre social de l'Estey. Donc c'est un des rares endroits en France où on a vraiment une table d'hôte et pas simplement un atelier cuisine. Et donc là, on fait des ateliers parents-enfants. Moi, je travaille beaucoup avec les tout petits. C'est les seuls qui ont 10 ans devant eux, quoi. Les grands, ils ont déjà tellement de paradoxes à gérer que c'est compliqué. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les ateliers parents-enfants, ça désinhibe les parents de parler français avec leurs enfants, qui n'aient pas peur que parce qu'il ne va pas lui parler arabe, par exemple, que le gamin va arrêter. Au contraire, moi, je les rassure. Je dis, attends, Marocain made in France, je peux te dire que je n'ai pas perdu le berbère, je n'ai pas perdu l'arabe, simplement parce que j'ai interagi avec tout le monde et que j'ai trouvé du sens. Donc moi, pour moi, il faut commencer le plus tôt possible. Et moi, petite, moyenne section maternelle, il faut absolument lire le menu aux gamins une demi-heure avant de les libérer pour décortiquer en fait avec eux ce qui se passe, les ingrédients, les machins, et en fait socialiser par le fait de dire tiens, on va avoir de l'appétit à cette nourriture. Donc ça, moi, je trouve que c'est fondamental le plus tôt possible. Et donc, juste pour faire un petit teasing, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a construit donc moi des voyages culinaires et on a créé une agence de voyage culinaire qui s'appelle Pied à Terre. Et l'objectif, c'est de partir de Niort à la mer, mais on le fait sur pas mal de territoires, qui était de prendre des enfants et d'imaginer de partir. Donc, le dispositif du voyage en cuisine, cuisine de voyage, on intervient en amont, on prépare plein de choses avec les enfants. C'est des gamins autour de 10 ans. C'est mes chouchous, moi c'est 10 ans. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on a fait une sortie ici à Bordeaux, les gamins de 10-12 ans, on a fait le tour au marché, on a découvert ce que c'était que d'être dans le marché, de rencontrer des producteurs, des choses comme ça. On a acheté des petites affaires, on a poussé la porte des douves ici, de la halle. On a fait en 2-2, on s'est fait à manger, on a mangé, on a pris des photos, machin et tout. Et c'est ça qui est important. C'est d'amener les enfants à interagir par le biais du médium de la nourriture. Et là, les gamins, ils parlent tout le temps, ils discutent, parce que finalement, c'est un endroit où ils peuvent interagir. Et moi, je pense que le plus tôt possible, on mette en place des choses en lien avec la nourriture avec les enfants, et ça se passera très bien comme ça. Yasser, je t'ai vu faire et j'ai vu que c'est pas simplement agir, c'est pas seulement préparer ensemble une tarte, c'est aussi autour de l'action des récits, des fictions, des histoires à raconter ou des histoires qui sont racontées par les gens ou par toi. Et donc ces moments-là qui sont intéressants, c'est pas simplement agir, c'est aussi rentrer dans un ensemble de relations de qualité où effectivement derrière l'action, peler les pommes de terre ensemble, etc., il y a bien une communauté de sens et d'existence. C'est là qu'on retrouve les droits culturels, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde qui est plus un monde fonctionnel, mécanique, mais vraiment des imaginaires qui sont là ensemble et qui font humanité. C'est pour ça que pour nous l'enjeu maintenant c'est plus tellement que faire, comment faire, etc. Parce que c'est tellement, il y a tellement de façons de faire. Où est l'enjeu politique ? Parce que ça trace une société plus humaine si elle se développait de cette manière-là que simplement en ouvrant un supermarché et, comme vous le disiez très bien, en donnant les restes aux pauvres. Donc pour nous, c'est l'enjeu politique de pouvoir découvrir, de soutenir tous ceux qui veulent agir, mais pas seulement pour agir bêtement, on agit, non, pour faire relation de qualité de personne à personne, en particulier à travers cet enjeu de dignité des personnes qui ont tel goût ou telle attraction pour telle ou telle nourriture. Pour moi, c'est devenu un enjeu, donc, au-delà de l'action, c'est devenu un enjeu politique pour l'enjeu des droits culturels. Je pense que Jean-Michel, vous avez raison. Puis il y a un autre important. Il y a une autre importance aussi, c'est que par rapport à la notion de partage qui a été beaucoup citée, etc., c'est que, en fin de compte, on fait culture pas uniquement parce qu'on se met quelque chose dans le corps qui nous fait avancer, un carburant, quoi, je dirais, c'est parce qu'on partage. Et du coup, ça veut dire qu'il faut produire de l'abondance et il faut donner la capacité de donner. Et aujourd'hui, on est dans une société condescendante où, en fin de compte, ceux qui n'ont pas les moyens matériels, on leur donne. Ils sont là pour recevoir. Et moi, je vois quand la soupe qu'on a fait à Sainte-Foy pendant le confinement, où on se refusait à donner un pot de soupe, on en donnait 2. Un pour les gens et un pour qu'ils puissent offrir. Voilà.
le discours était toujours sur... Et il y avait ceux qui donnaient du temps, donc ils découpaient et ils épluchaient chez eux les légumes, on leur apportait. Ceux qui donnaient des légumes, leur surplus de jardin. Ceux qui donnaient les pots pour pouvoir... les pots de récupération. Donc c'était pas un problème de fric, c'était un problème. Et le résultat, c'est que mes amis, eux, et collègues qui ont un peu évalué l'action, ben, en fin de compte, le plus important pour les gens, dans le ressenti, c'était d'avoir gagné la capacité de donner. Voilà. C'était pas de recevoir. Et je pense que faire société, moi j'appelle ça faire société, faire une société, j'allais dire, solidaire, faire société solidaire, et dans toutes les cultures que j'ai rencontrées, cette notion-là, c'était que la résilience ne pouvait se faire que, comme dans les bidonvilles que j'ai vus en Colombie, etc., par rapport aux paysans sans terre, etc., c'était, on n'a rien, mais ensemble, on fait. Voilà. Et là, moi, je pense qu'aujourd'hui, les politiques descendantes du type aujourd'hui de la distribution alimentaire, bah, elle est malheureusement nécessaire parce que depuis le rapport Gros de 92, il y a des gens qui crèvent la dalle, effectivement, aujourd'hui. Voilà. Mais par rapport à la malnutrition, ça ne répond pas au problème et ça aggrave le problème, comme le disait Yasser. Oui, excusez-moi. C'est plus une remarque qu'une question. Il y a quelque chose qui me surprend assez, c'est-à-dire que quand on parle des personnes, on emploie le mot. Donc personnes, gens, ceux, les humains, etc. Moi, quand je travaille dans les centres sociaux et les centres d'animation, ce sont les femmes qui cuisinent, ce sont les femmes qui font les courses, ce sont les femmes qui, justement, ont ce système D d'aller pas cher. Donc je pense que si on veut revenir à justement ce modèle de faire par soi-même, de cultiver par soi-même, de revenir aux matières premières pour cuisiner, déjà si on arrivait à un système social égalitaire et paritaire, où la charge mentale ne serait pas indue seulement aux femmes et le temps du foyer ne serait pas imparti aux femmes, ce serait déjà peut-être plus facile. Et c'est vrai que ça me surprend de ne pas entendre parler des femmes sur un sujet aussi important que la cuisine et les êtres humains, où elles sont au cœur encore aujourd'hui de ce sujet. Vous avez raison d'être surprise parce que vous avez raison. Alors, en tous les cas, nous, dans les ateliers cuisine ou dans la rue, etc., quand on cherche à interroger les mangeurs, souvent, ce qui nous répond, c'est les mangeuses. Parce qu'effectivement, en matière de charge mentale, c'est elle qui... Quoi, je veux dire, c'est incontestable qu'aujourd'hui, la charge mentale de la nourriture de tous les jours passe essentiellement par les femmes, indéniablement. Voilà. Elles ont ce savoir-faire et il est peu valorisé. Encore que... C'est une forme de pouvoir, quand même. Oui, alors là, après, je sais pas... Mais bon... c'est pour ça que j'ai précisé que j'ai des filles agricultrices. Voilà, parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'atypique. À mon avis, je suis atypique en tant que bonhomme pour avoir la charge mentale de l'alimentation à la maison. C'est relativement atypique. Mais c'est aussi parce que je suis jardinier. Et c'est le jardin qui me atténue la charge mentale. Je peux répondre. Et juste sur cette... Juste sur cette question de la charge mentale, moi j'ai grandi dans un milieu matriarcal, donc berbère, et moi je suis très heureux. Alors là, et donc je voulais juste dire, j'ai 7 sœurs, et ma mère a été l'obstacle de rentrer en cuisine pour un garçon, quoi. Et quand je lui disais que je cuisinais à la maison, etc., mais qu'est-ce qu'elle fait ta femme, quoi. Donc, il faut quand même à un moment donné poser la question d'une manière générale entre humains, comment on partage les choses. Parce que moi, par exemple, j'adore ça, et je supporte pas que les gens, y compris des femmes, souffrent de se retrouver à faire ça, à faire de la cuisine pour faire la cuisine. On peut étayer tout ça, mais je pense que le mieux, c'est de trouver, de prendre du plaisir et de le partager. Je pense que si, je ne dis pas que si les femmes en général, mais si très tôt, en fait, un gamin avait le droit, et un garçon de surcroît, le droit de rentrer en cuisine. Moi, j'ai un gamin de 10 ans, il fait à manger à sa mère parce que ça le rend heureux de se rendre compte qu'il a cette capacité-là. Donc, donnons aux enfants, à tous les enfants, la possibilité d'être heureux, de faire à manger et de nourrir. Parce que c'est une fonction, la fonction nourricière, qui est extrêmement incroyable pour l'estime de soi.
Donc je trouve qu'il ne faut pas la poser du côté charge mentale et tout, parce que là, on va commencer à passer un peu un moment désagréable, hein, parce que moi, je reste un garçon, même si je suis plutôt cuisinier, quoi. C'est ce qui me passionne. Et je pense qu'il faut la poser d'une manière purement de question d'éducation. Que très très tôt, on encourage les garçons à être en cuisine, qu'on n'encourage pas forcément les filles à faire de la cuisine. Si elles n'ont pas envie, point barre. Et aujourd'hui, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est qu'on a aussi beaucoup de gens qui pensent que les filles... Enfin, moi, j'ai toujours eu à cœur de prouver à ma mère que je faisais aussi bien à manger que mes sœurs, quoi. Et juste donner un petit élément de réponse aussi. La question que j'ai posée tout à l'heure, elle était précisément pour soulever ce genre de questionnement-là. Si on creuse suffisamment sur notre définition de qu'est-ce qui fait la bonne nourriture, la bonne façon de la partager, etc., on va avoir des expériences, des histoires différentes, et il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recette. Donc il y a des situations où le fait d'être une femme et d'être liée à la cuisine est un élément de domination. Il y a d'autres éléments, il y a d'autres situations, même si c'est un contre-exemple minoritaire, où ça peut être aussi un refuge, un lieu de pouvoir, comme ce qui a été dit tout à l'heure, et ça, c'est des expériences vécues. Ça existe aussi. Donc finalement, le mot qui a été le plus important pour moi dans ce que Yassir vient de dire, c'est la question de la possibilité. Et ce qu'il faut mettre derrière, c'est de savoir, et c'était aussi sur la question de l'apprentissage, et on peut mettre l'éducation là-dedans, c'est que, est-ce que ce qui compte, c'est le fait d'être un homme, une femme, et d'avoir un certain rapport à la cuisine, ou est-ce que c'est le fait, non pas d'avoir fait un certain choix, mais de savoir si ce choix a été libre, au sens non pas de la liberté théorique, telle qu'elle est écrite dans la loi en France, on a plein de lois qui disent vous êtes libre, la création est libre, la cuisine est libre, etc., mais liberté effective, au sens de l'histoire que j'ai eue, les choses qu'on m'a montrées, les reproductions que je pourrais avoir dans ma vie ou pas. Et pour décider si quelqu'un a été effectivement libre ou pas de faire quelque chose ou pas, vous voyez bien qu'il y a un problème. Si je dis à quelqu'un oui, mais tu sais, tu es heureuse à la cuisine parce que tu es dominé par le système. Et donc ton choix n'a pas été libre. Faut se méfier, ça aussi, cette question de la verticalité, de expliquer aux gens comment faire. Est-ce que c'est pas déjà un élément de reproduction de domination, à dire à tout le monde oh, vous mangez McDo, vous êtes un idiot, vous mangez ceci, vous êtes un idiot, vous mangez avec les doigts, vous êtes un idiot, etc., etc. Donc est-ce que ce qui se cache derrière la négociation, parce qu'on tournait un peu autour de ça tout à l'heure, relations humaines et négociation, c'est pas le fait de participer à la discussion elle-même de qu'est-ce qui fait valeur et qu'est-ce qui fait pas valeur. C'est pas juste comment est-ce qu'on va donner aux gens la possibilité mais pourquoi faudrait donner aux gens? Est-ce que c'est pas les gens qui vont me donner des possibilités d'apprendre, de découvrir des choses moi dans ma vie, etc. Donc déjà, il faut commencer par soi-même peut-être, par se dire est-ce que ma définition de la bonne nourriture j'ai un petit élan pour des amis marocains. Est-ce que déjà moi je le fais? Spoiler, non, personne ne le fait parce qu'il y a toujours une personne à un moment donné dont je ne connais pas l'histoire et si je reproduis mon système de valeurs éthiques, nutritives, etc. sur son expérience, sa vie, sa façon de cuisiner, etc. Je suis déjà dans une forme de domination. Est-ce que je lui ai parlé avant? Est-ce que j'ai essayé de comprendre d'où elle venait, son histoire, quelle valeur elle mettait derrière cette façon de cuisiner? Peut-être qu'il y a un peu plus de gras dans ce plat, mais que c'est un élément important pour d'autres raisons et pas juste pour le gras. Et peut-être qu'avant, il y a une entrée dans cette culture-là qui fait que c'est très sec et puis on peut se permettre ça au dessert. Mais si j'arrive et que je dis oui, mais tu vois bien que ce dessert, il est beaucoup trop sucré pour toi, etc. Oui, mais est-ce que j'ai une relation qui est une relation réciproque? C'est un élément qui n'a pas été dit tout à l'heure, mais qui, à mon avis, est important dans toutes ces histoires-là. Est-ce que la personne qui est en face et qui participe peut-être à une action, à une discussion, etc., est-ce qu'elle a elle-même la possibilité de dire où est-ce qu'elle met la valeur dans son rapport, dans sa relation avec les autres, etc. C'est ça qui se cache derrière le mot de partage. Sinon, ce n'est pas du partage, c'est un enseignement. C'est je vais expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est que le bon manger, la bonne façon de cultiver, de faire pousser ses carottes, etc. Si c'est du partage, il va bien falloir que ça aille un petit peu dans les deux sens. Donc, évidemment, après, il y a des enfants, et là, la chose est claire pour tout le monde, c'est ce qu'on appelle avec les droits culturels des relations qui peuvent être asymétriques, on n'a pas les mêmes connaissances, on n'a pas le rapport au monde, etc. Un enfant, il a besoin d'apprendre des adultes, bon d'accord, très bien. Mais ça n'empêche pas d'avoir des balises un petit peu éthiques sur l'apprentissage, la manière d'apprendre aux enfants, de leur faire goûter des choses, de savoir comment on articule le fait d'apprendre des choses nouvelles avec la notion de consentement.
Tout ça, on réapprend un peu tout ça en ce moment, c'est peut-être pas plus mal, mais il faut se méfier, enfin voilà, des réponses toutes faites, de dire ah ben c'est simple, on fait comme ça. Non, parce qu'il y a un gamin, il est différent que celui d'à côté. Il y en a un qui dit oui, j'ai compris, je voudrais tester ça, et dans sa tête, ça veut pas dire du tout la même chose que le gamin qui est à côté et qui dit la même chose. Comment je fais la différence? Eh ben, les gens qui travaillent dans des centres d'animation, par exemple, les gens qui travaillent avec les familles au jour le jour, eh ben, ils savent très bien répondre à ce genre de questions. Ça rentre pas dans des cases, ça rentre pas dans des critères d'action, ça rentre dans des petits récits, des petites histoires. On raconte l'histoire des parents, on dit oui mais ces personnes-là, je sais que la maman, il s'est passé ça la semaine dernière, etc. Et là on rentre dans quelque chose où vous voyez bien qu'il n'y a aucune réponse. C'est est-ce que vous connaissez les personnes, est-ce que vous êtes capable d'avoir ce récit sensible sur pas juste la cuisine et l'agriculture, etc. Mais comment est-ce que ça rentre en écho et en connexion avec les récits que les personnes font eux-mêmes de ces enjeux-là et d'autres dans leur vie, avec leurs mots. Et pas juste avec les mots peut-être qu'on espérerait, ou on est peut-être tous prêts ensemble demain à cultiver différemment, à faire de l'agriculture bio, du circulaire, etc. Ben oui, mais c'est ce que disait Yassir tout à l'heure. Il y a des endroits où ces mots-là n'existent pas et pourtant ça fait 4 millions d'années que ça existe dans le rapport à l'autre. Encore faut-il tendre l'oreille, quoi. C'est s'écouter un peu. Oui, oui, ça passe. Donc moi, je voulais juste témoigner. J'ai été la première coordinatrice animatrice des Rattlers, donc je suis bien dans l'éducation populaire. Je suis dans les actions collectives en partant des gens, avec les gens, pour les gens. Voilà. Ça, c'est notre credo. Et donc, on avait mis en place, après une concertation porte-à-porte sur plus de 700 personnes, enfin 700 portes, on a mis en place des cuisines de rue. Et dans les cuisines de rue, eh ben, il n'y avait pas que des femmes. Il y avait un paquet d'enfants qu'on a vu débarquer. Et nous, on avait pris des couteaux qui coupent, très fort, des éplucheurs. Moi, j'ai toujours une pharmacie avec moi parce que je me suis dit, on va avoir mais vraiment des couteaux qui coupent, des couteaux de cuisine. Donc, on a mis les légumes. On a dit d'où ils venaient. Voilà, c'est des légumes de chez Jean-Michel, du maraîcher, c'est un tel qui nous les a donnés. Voilà, on les met sur la table, ça discute. Et alors, ce qui est important, il y a le discours et puis il y a l'action. Et les mamans qui voient les enfants, ils disent « Mais à la maison, jamais il épluche un légume. Jamais. » Bon, ben là, ils épluchent. Et quand il y en a un qui sait, parce qu'il sait faire, donc il peut rouler les mécaniques, je dis eh ben, apprends à celui qui ne sait pas faire. Regarde, elle ne tient pas bien son économe. Ah oui, c'est parce qu'elle est gauchère. Mince, je n'ai pas de couteau pour gaucher. Bon, c'est des discussions. Mais tu ne sais pas faire, demande de l'aide. Et ce n'est pas forcément l'adulte qui va le donner. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être un plus petit que toi qui va te le donner. Et les mamans, eh ben, on fait exploser les préjugés, en fait. Non seulement du genre de qui cuisine, mais à la maison, il ne fait pas ça. Ah oui, mais dans la rue, il fait ça. Et il mange la soupe, à la maison, il me la crache, il ne veut pas de la soupe. Eh bien oui, mais celle-là, il la mange. Et après, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on fait à manger, on fait la soupe, on mange ensemble. Et puis à la fin, il faut faire la vaisselle, hein, parce que ça ne se jette pas. On a des bols en plastique, mais il faut les laver. Et là, les enfants, ils adorent, ils retroussent leurs manches et ils y vont. Par contre, les adolescents, c'est les mains dans les poches. Ah bon ? Donc Eric, dès qu'il voit ça, hop, il se met à la vaisselle. Et puis nous, on tend le torchon. On ne discute pas. On dit, allez mon gars, vas-y, la force est en toi. Fais la vaisselle. Et à ce moment-là, Eric dit, alors tu vas être toujours dépendant dans ta vie. Tu ne vas jamais être libre. Tu vas toujours avoir besoin d'une femme qui fasse la vaisselle pour toi. Alors là, non, je suis libre. Non. Tu as besoin de quelqu'un pour faire à manger et pour faire la vaisselle. Mon gars, t'es mal barré. Hein. Bon, je veux bien essuyer. Bon, mais 5 minutes. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a la discussion, il y a la conceptualisation, il y a l'anthropologie, il y a tout ce qu'on veut. Et puis, il y a les faits. Et là, on voit les préjugés exploser. Parce qu'il y a du questionnement. Et puis, on dit, ah ben oui, c'est bien. Regardez ce qu'ils font, vos enfants, ils savent faire plein de choses. Et on a fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la fin, on se retrouve, combien on avait ? On a fait, à la sortie de l'école, du pain perdu.
Et les mamans, on leur avait appris à jouer du djembé avec une association, l'école de musique. Et les gamins, il n'y avait pas assez de choses. Ils sont retournés chez eux chercher du lait, des œufs. Et pareil pour la soupe. Tiens, on pourrait ajouter des herbes. Moi, je mets ça dans ma soupe. Est-ce qu'on peut le mettre? Vas-y. Bon. On veillait à ce qu'il n'y ait pas des morceaux de lard, mais à part ça, d'autres herbes, d'autres plantes. Les gens retournaient chez eux pour mettre dans la soupe commune. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on a pu constater dans l'extérieur. C'est-à-dire qu'en faisant, chemin faisant, en cuisinant faisant, il se passe plein de choses. Vraiment, beaucoup, beaucoup de choses. Je voulais juste prendre un petit mot pour vous dire qu'il est évident que le Maroc a gagné. Mais c'est surtout vraiment pour une première fois, une première rencontre. Je suis très, très, très heureux de tout ce que ça prend comme envergure. J'espère qu'on va se retrouver rapidement pour vraiment travailler cette question des droits culturels et de l'alimentation. Je rassure Maëlle sur le fait que nous, on a dans ce projet de pied-à-terre, je travaille avec un sérigraphe, graphiste qui travaille sur l'objet livre, et on publie systématiquement carte postale, set de table quand on a le temps, et puis on va jusqu'au récit de voyage avec les enfants. Et quand on descend de Niort à la mer, on a des gamins qui ont maintenant leur version du tour de l'île de Ré, etc. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est que ce livrable qui est sur le récit, donnait à l'enfant la possibilité de donner à feuilleter. Et donc on édite les enfants de moins de 15 ans, il faut le savoir, en micro-édition. Et ça, c'est extraordinaire de donner aux gamins la reconnaissance qu'il y a un récit qui est en cours, il y a un récit sur lequel il a la main. Et quand il gratte un peu et qu'il trouve le cul du camion, ça l'intéresse moins, parce qu'il n'y a pas de personnage, parce qu'il n'y a pas de passion, parce qu'il n'y a pas de terre et tout ça. Et je pense sincèrement qu'il faut aimer la vie pour la faire aimer. Et on est dans un moment où la culture, il faut en parler, mais il faut aussi la pratiquer. Elle est essentiellement mimétique. Les gens, ils font facilement et ils se laissent faire dans les moments où on le fait, et ça libère énormément. Et moi, j'ai mis des années, mais un jour, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, tu sais, j'ai calculé sur 10 enfants le nombre de repas que tu as fait. Et désormais, en tant que cuisinier, j'ai nourri au moins autant de gens que toi. Et alors, ma mère, ça l'a fait rigoler, mais c'était quelque chose qui... J'avais à cœur de faire autant de bien que ma mère faisait autour d'elle. Et moi, je crois que c'est ça qui est important, c'est de partager la joie de faire les choses, parce que finalement, ce qui reste, c'est ceux qui vont entretenir cette joie-là. Et je vous remercie vraiment beaucoup, parce que je dois m'en aller. J'ai un week-end de fête de thèse à fêter avec des copains, donc je suis obligé de partir. Je vous remercie encore. Je ne sais plus ce que je voulais dire tout à l'heure. Non, une remarque un peu quand monsieur disait que c'était souvent les femmes qui étaient en cuisine, et pourtant, par contraste, je ne sais pas si c'est un peu cliché ce que je dis, mais on dit que les grands chefs, ce sont les hommes. Alors la contradiction... C'est assez vrai ce que vous dites, mais tout simplement parce que cuisine gastronomique, cuisine d'événements, donc cuisine valorisée, cuisine nourricière, cuisine de tous les jours, cuisine cachée. Et aujourd'hui, effectivement, le genre qui n'est pas valorisé, c'est bien le travail des femmes. Voilà. Moi, je voulais aussi vous dire, si on est sur le mode du partage, je voulais vous partager un petit mode opératoire, rapide, pas cher, et qui peut faire beaucoup discuter avec les enfants. C'est des choses qu'on fait dans les sorties de classe. Quand on fait, alors, en tant que bureau d'études, on prend des mots un peu sérieux. On fait des diagnostics de vulnérabilité alimentaire. Voilà. Bon, c'est mieux quand on met ça dans les réponses appels d'offres, mais je vais vous donner un mode opératoire pour le faire. On fait donc les sorties d'école pour discuter avec les parents et les enfants pour voir leur stratégie. Naturellement, sortie d'école, c'est le goûter. Donc, on fait des pains pita et des pains sur plancha, parce que c'est rapide, on tripote, etc. Bon, et puis, on fait une pâte à tartiner au chocolat. On n'achète pas Nutella, mais on va à l'Aldi et au Lidl du coin pour voir si c'est possible. Et je vais vous donner le mode opératoire d'une pâte à tartiner. Voilà. C'est 100 g de pois chiches ou de haricots cuits, 40 g de cacao amer,
pour pouvoir choisir le taux de sucre qu'on met. Les enfants étant beaucoup intoxiqués, il faut minimum 40 grammes de sucre. J'ai essayé de baisser à 30, ça ne marche pas. Donc 40 grammes. Et c'est 80 grammes de lait, très précisément. Vous mettez tout ça dans un petit... Vous savez les mixeurs à hachoir à ficelle, si vous n'avez pas l'électricité, voilà. Ça peut arriver, paraît-il, on risque d'avoir des coupures. Mais avec un mixeur à soupe, c'est très bien. Vous faites bjit bjit et vous avez à peu près, pour la somme de l'ordre de 50 centimes, de quoi faire des pâtes à tartiner pour la semaine. Alors, je regrette, il n'y a pas de noisettes cueillies par les petits-enfants syriens exploités par des paysans turcs. Mais bon, pas de problème. Vous pouvez en toute conscience vous en procurer. Voilà. Il n'y a pas d'huile de palme, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez en toute conscience acheter la bio de Colombie. Ça évitera la cocaïne. Voilà. Mais en tous les cas, vous avez la qualité. Voilà. On peut effectivement se faire plaisir, rapide, bon et pas cher. Voilà. Et ça profite aux paysans. Moi, ce que j'entendais, du coup, en fait, finalement, qui revient, c'est la question du partage. On entend souvent beaucoup d'ateliers, en fait, finalement, qui sont faits à droite, à gauche. Et en fait, dans une des solutions que j'aurais à apporter, en fait, à la question qu'il y avait, c'était de comment, en fait, on aide les gens à mieux manger. Moi, je suis habitué, dans ma famille, le dimanche, on se rejoint, on mange. Mais en fait, on est invité, on se met les pieds sous la table, en fait. Et on vient, on partage le repas, mais en fait, on ne partage pas la préparation du repas. Et c'est quelque chose qu'on peut aussi prendre l'habitude de faire, pas que avec les enfants. C'est on invite quelqu'un et on cuisine ensemble. Et en cuisinant ensemble, c'est là où on va pouvoir se transmettre des recettes, d'essayer du savoir-faire et continuer d'apprendre tout au long de la vie, quoi. Partager la vaisselle. Oui, voilà. Toute petite conclusion qui est celle que tous les groupes de travail du laboratoire sur lesquels ils aboutissent, c'est il y a des situations où partager ensemble, par exemple, la cuisine, cuisiner ensemble quelque chose, ça peut être super. Et c'est malheureux, mais on peut être tenté de se dire que ça marche toujours. Il y a aussi des situations où le faire, sans demander à la personne si ça l'intéresse, etc., si c'est son espace ou quoi que ce soit, ça peut être une attaque. Il y a des contre-exemples. Je connais des grands-mères où c'est leur cuisine, c'est le safe space contre tout un système de domination, où c'est ma cuisine, mais du coup c'est moi la reine ici, c'est moi la chef. Et donc si je viens en plus faire le mec sympa, venir cuisiner, etc., je suis en train de gratter un espace qui était peut-être un des seuls. Alors ça pose plein de questions, mais c'est jamais si simple. En revanche, les conclusions qui sont non pas universelles, mais universalisables, puisque c'est le sens de nos discussions au sein du laboratoire, c'est que le fait de discuter avec cette personne-là, de lui dire, tu sais, ce que tu fais là, c'est extrêmement important pour moi. Alors déjà, là, il y a l'aspect de valorisation de la compétence de la personne dans la relation, le fait qu'elle est actrice de la relation et pas juste à la réception de notre bienveillance, de notre bonne foi, etc. D'accord, très bien. Et ensuite, qu'est-ce que tu en penses? Ça veut dire quoi pour toi? Écouter aussi quel sens ça a pour la personne et pas juste pour nous, etc. Et en fait, il n'y a pas de solution. La solution, elle ne peut venir qu'à deux. Donc personne ne va pouvoir ici sortir et puis se dire, tiens, j'ai appris quelque chose, demain je vais faire ça et ça va être mieux. Si vous faites ça, ça va peut-être aller mieux pour les personnes qui pensent comme nous, hein, sur tous les trucs, là je disais au début, mais vous avez vu, quand on creuse un peu, on n'est pas d'accord sur certaines choses, peut-être, on n'a pas vécu les mêmes choses. Donc la discussion elle-même, la bienveillance, pas vis-à-vis du faire juste, mais vis-à-vis du discuter du faire, c'est déjà une grosse clé d'entrée, et ça on peut tous le faire, se dire on ne sera jamais parfait là-dessus, et c'est normal puisqu'on est des êtres humains différents. Si on est des clones, c'est le seul endroit où on peut aller faire quelque chose et on est sûr qu'on n'est pas des clones. Donc avoir une étape avant quelque action que ce soit, où on se dit mais les personnes qui vont tourner autour de ça. Et je dis personnes parce que voilà, il y a femmes, il y a hommes, il y a plein de catégories, de labels dans lesquels on peut se mettre, mais c'est toujours plus compliqué que ça. Avoir cette étape-là, de se dire est-ce que ce projet, cette action, cette façon de faire les choses dans ma structure, dans mon association ou quoi que ce soit, je l'ai elle-même discuté avec les personnes qui vont être récipiendaires.
en intégrant la partie, je ne dis pas que c'est facile, hein, parce qu'il y a aussi des personnes en face, il faut qu'elles découvrent des choses. Si je parle d'enfants, c'est bien qu'elles goûtent des nouvelles choses, ça je ne dis pas le contraire. Mais est-ce qu'on est capable de leur expliquer pourquoi on le fait ? Est-ce qu'on est capable de négocier avec eux ? Tu vas goûter un petit peu, et puis peut-être demain tu goûteras un peu plus, et puis il y aura des règles, et tu auras une récompense. C'est une négociation non pas de faire, mais de dignité de la personne, dans le fait qu'elle sent qu'elle est digne dans la discussion, et que certes, elle a peut-être un endroit qui est différent. Voilà, s'il y a un grand cuisinier gastronomique qui, moi, me suggère de goûter quelque chose, je vais le prendre différemment que si c'est quelqu'un dont je sais qu'il n'a aucune compétence dans ce domaine, et c'est absolument normal. Mais s'il me dit, goûte ça, parce que si tu goûtes pas ça, tu es un abruti, je ne vais pas le prendre de la même manière que s'il me dit, tu sais, vraiment, je te connais bien, et je pense que ce truc-là, tu vas adorer. Je le prends dans un sens comme étant un élément de bienveillance qui va me permettre à moi d'agrandir mes choix possibles de ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie de tester. Et dans l'autre, c'est une domination qui s'exerce sur moi. Donc cette étape-là, avant de le faire, parler avec les gens, tout le monde peut le faire chez soi. Merci Maëlle, mais je pense que merci Eric, merci à tous. Je pense qu'on va clôturer en sachant qu'effectivement il y a des notions comme le partage, dignité de personne, réciprocité, beaucoup de points intéressants abordés. Et j'aimerais bien finalement qu'on continue. Peut-être c'est peut-être le début de plusieurs rencontres autour de l'alimentation et de la culturelle. En attendant. Nous avons des saveurs dans nos oreilles qui se déroulent en bas. Alors, je ne sais pas s'il reste encore des places entre autres, des mets et Proxima Centauri, la musique, au premier étage. Et surtout, et après, il y a une soupe, donc fabriquée, partagée, récoltée, semée, récoltées dans les différents jardins et qui ont été cuisinées dans le froid de la coursive cet après-midi à moult mains et avec un couscous. Alors, pareil, voilà, et un couscous partagé pour clôturer cette journée. Et encore merci Eric Prédine et à vous tous, Jean-Michel. Le labo.